Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. On est ensemble pour 45 minutes de live chat avec Télécom Sud Paris pour son programme ingénieur spécial prépa. Avec nous pour discuter de tout ce qu'il y a autour de l'école, dans les programmes, dans les associations, enfin tout ce qui pourra vous intéresser pour intégrer peut-être cette école. Christophe Digne, directeur de Télécom Sud Paris. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous m'entendez bien de là où vous êtes? On est dans une configuration un peu inédite. Très bien. Très bien. Et Héloïse Maes, élève ingénieure en 2e année. Bonjour Héloïse. Bonjour. Et bienvenue à toi. Alors Christophe, est-ce que vous êtes prêt pour le traditionnel pitch? Oui, tout à fait. Attention, vous avez 1 minute. Vous regardez bien le chrono. Pas 1 seconde de plus ne vous sera attribuée. Allez, c'est parti. Jérémy, tu peux lancer le chrono. Top. Le numérique impacte déjà notre quotidien et celui des entreprises, mais il restera un enjeu stratégique dans la durée pour la plupart des secteurs d'activité. Le choix d'une formation reconnue d'ingénieur généraliste dans ce domaine est donc judicieux. La richesse des parcours professionnels de nos diplômés, qui sont des acteurs de ce développement dans tous les secteurs, vient en témoigner. À proximité de Paris, au cœur de l'une des régions les plus dynamiques d'Europe, dans un campus très vivant qui accueille également l'Institut Mines Télécom Business School, Télécom Sud Paris vous offre une large palette de formations. Depuis 2019, nous formons l'Institut Polytechnique de Paris avec l'École Polytechnique, l'ENSTA Paris, l'ENSAE Paris et Télécom Paris, ce qui enrichit encore très largement cette palette. Dans ce cadre, notamment, nos partenariats vous ouvriront de nombreux autres horizons en France ou à l'international. Faites donc le choix de Télécom Sud Paris, une école qui favorisera votre épanouissement personnel et professionnel. Eh bien, merci Christophe. Vous êtes pile dans les temps, même un petit peu en avance. Bravo pour ce pitch. Alors, on va commencer. On essaye d'être en avance tout le temps. Très bien. On va commencer du coup directement avec la première question. Comment choisir une bonne prépa et quels sont vos conseils pour réussir le concours? Allez, on commence par le commencement. Avant d'entrer dans votre école, il faut passer par une prépa. Moi, j'ai fait une prépa d'abord MPSI, puis ensuite psy. Toutes les prépas scientifiques permettent de rentrer à Télécom Sud Paris. J'ai des amis qui ont fait PCSI, j'en ai d'autres qui ont fait MPSI puis MP. Il y en a même qui ont fait PTSI puis PT. Donc vraiment, toutes les filières mènent à Télécom Sud Paris. Et d'ailleurs, tous les backgrounds permettent aussi d'avoir des expériences qui sont différentes sur le campus, donc c'est assez sympa. D'accord, très bien. Et comment tu as choisi, toi, ta filière? Je pense qu'il faut choisir par affinité. On choisit pas son parcours professionnel en fonction de ce qu'on fait d'autres. Il faut choisir ce qu'on aime nous, les appétences qu'on a pour certaines matières et qui après vont se retrouver dans notre parcours professionnel. Personnellement, j'aimais la physique, donc j'ai choisi psy pour ça. Et de la même manière, mes amis qui ont choisi MP, généralement, c'est des personnes qui aimaient beaucoup les mathématiques et qui se trouvent aujourd'hui continuer dans cette voie à Télécom Sud Paris. Autant de place pour chaque filière, Christophe? Alors le recrutement, il n'y a pas autant de place pour chaque filière parce que d'abord, elles n'ont pas toutes les mêmes dimensions au sein des classes préparatoires. Donc on a plus de candidats MP que PC par exemple. Et puis il y a quand même plus de mathématiques et de physique que de chimie au sein de Télécom Sud Paris. Et donc on a également un nombre de places offertes par filière qui varie. Ok. Donc, vos recommandations pour choisir peut-être la filière et également la prépa, parce qu'une fois qu'on a choisi la filière, il faut aussi choisir la prépa, c'est lesquelles? Oui, alors bien sûr, à titre personnel, c'est ce qu'on aime. Cela dit, si vous voulez rentrer dans le domaine du numérique, c'est un domaine qui va conjuguer les mathématiques et la physique notamment. Donc des programmes qui sont importants dans cette matière-là, c'est quelque chose qui vous prépare bien à Télécom Sud Paris. Cela dit, on prend également des élèves dans les filières PC, y compris des gens qui étaient rentrés par la chimie, parce que ce qui est important, c'est que vous rentrez avec une certaine idée de ce que vous aimez faire, et soit ça vous conforte dans cette idée, soit au contraire, ça vous permet de vous dire je préférerais autre chose. Et là, c'est l'intérêt des classes préparatoires, c'est que ça vous ouvre des concours dans des écoles très différentes finalement de ce que vous anticipiez 2 ans avant. Et Héloïse, toi qui en 2e année, il y a quoi comme type de prépa en termes de géographie? Est-ce que c'est des gens qui viennent de la région parisienne pour la plupart ou aussi un peu de région? Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent de région parisienne. Après, pas seulement, il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de province.
c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens autour de moi. Non, il n'y a pas de, il y a pas de sélectivité en fonction de la région d'où on vient. Ouais, non, ça vient de partout. Ok. Et la question aussi, c'était quels sont tes conseils pour réussir le concours? Pour réussir le concours, alors cette année, c'était un peu particulier. Je dirais qu'en général, faut se faire confiance. On a travaillé 2 ans pour ce moment-là. On a été bien préparé. Enfin, faut se faire confiance, je pense. Donc se faire confiance. Est-ce que tu as des conseils aussi sur les révisions? Est-ce qu'il faut réviser certaines matières plutôt que d'autres? J'imagine aussi regarder, faire un peu le jeu des coefficients, ou est-ce que tu as d'autres conseils? Je dirais surtout ne pas s'abrutir d'une matière où on se trouverait plus faible. Essayer aussi de prendre du plaisir dans les révisions, c'est important parce qu'il faut tenir le rythme. Ça va durer quand même longtemps cette partie de révision. Cette année, je pense que ça doit être un enfer de réussir à réviser comme ça à distance. Enfin, vraiment un chapeau. Et je pense qu'il faut réussir à se donner des temps, faire bosser un peu tout, mais bosser certaines matières qu'on aime aussi, les entrecouper avec d'autres où on se sent moins à l'aise. Ouais, essayer de prendre soin de soi dans les révisions, quoi. D'accord. Et le directeur, qu'est-ce qu'il pourrait conseiller à ceux qui passent cette année un peu des épreuves un peu particulières? Oui, alors là, c'est vraiment l'endurance cette année, puisque les écrits ont commencé, pas ceux de la Banque Minpon qui nous donnent leurs notes pour les MPPC, PSI, mais effectivement, il faut durer. Vous avez fait des efforts parce que vous avez été confinés et vous avez continué à travailler dans ces conditions pas faciles. Et puis les écrits arrivent, donc il faut que vous révisiez en étant voilà, en ne saturant pas, en faisant bien attention, et je trouve que le conseil d'équilibre est un bon conseil. Très bien, on enchaîne sur la question qui suit. Pourquoi choisir Télécom Sud Paris et pas une autre école d'ingé généraliste? Alors, question classique, mais question essentielle. Alors peut-être toi, ton témoignage, Héloïse, comment tu as fait ton choix? Est-ce que tu étais admissible à d'autres écoles? Oui. Après, Télécom Sud Paris, c'est une école généraliste, mais qui est colorée quand même dans le domaine du numérique. Donc, certes, on touche à beaucoup de domaines, mais on touche en particulier au domaine du numérique, qui, à mon sens, était porteur et l'est toujours. Et c'était un domaine qui m'intéressait également. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Télécom Sud Paris, parce que justement, c'est généraliste, mais pas seulement. Donc, il faut aussi avoir une appétence pour le numérique, j'imagine, quand même, pour choisir cette école? Ouais. Enfin, c'est conseillé. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes peut-être qui sont venues complètement à l'aveugle en se disant je découvrirai sur le terrain une appétence pour le numérique que j'ai pas encore découvert. Je pense que c'est possible aussi. Après, à titre personnel, j'avais quand même cette curiosité en tout cas du domaine du numérique, et aussi le fait que ce soit quand même un domaine qui soit porteur avec des débouchés que je trouvais assez visibles, quoi. Et tu as hésité avec une autre école? On peut citer d'autres écoles, hein, pas de tabou. Oui, j'ai hésité forcément avec d'autres écoles. Il y avait Nesta Bretagne qui m'intéressait, que je trouvais intéressante. Parce qu'elle était en Bretagne, voilà. Aussi, oui, ça jouait. Moi, la géographie jouait quand même dans mes choix. Oui, j'ai entendu, mais pas seulement, non. J'ai bien compris que les Bretons aimaient bien aussi rester chez eux par moment. Et Christophe, le point de vue un peu plus académique, comment en vient-on à faire ce choix de Télécom Sud Paris? Donc là, le domaine de l'ingénierie et du numérique est extrêmement vaste, ça a été dit, et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut avoir envie de ce domaine et en même temps, voilà, voir qu'il est large. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée d'être féru de technologies et puis de les développer, d'être féru des modèles mathématiques, féru des modèles physiques, par exemple pour la propagation des ondes ou des choses de ce type-là, ou la composition des semi-conducteurs. Et puis en même temps, c'est un domaine dont l'usage impacte la société. Et donc on peut être au contraire intéressé par l'ensemble des secteurs dans lesquels le numérique va transformer la manière de fonctionner. Donc, par exemple, dans le domaine de la santé, j'ai envie d'être ingénieur dans le domaine de la santé en apportant ce que le numérique peut apporter, que ce soit pour les pathologies, la détection, les diagnostics, etc. Héloïse, une dernière chose, tu regrettes pas d'être pas restée en Bretagne?
Moi, je suis en Normandie, attention, je suis pas en Bretagne, après, je vais avoir des problèmes. Ah oui, c'est pas pareil, attention, hein. Ah non, attention, il y a une grande différence. En tout cas, tu regrettes pas d'avoir choisi Paris, on va dire, Évry? Non, au contraire, au contraire, je suis allée peut-être un peu à reculons à cause de ce que j'avais entendu sur Évry et j'y ai trouvé le contraire de ce qu'on avait dit. Non, c'est un endroit que j'ai trouvé vraiment, pour le coup, plutôt accueillant, donc c'était sympa. Non, je regrette pas. Alors justement, je viens de spoiler peut-être le premier cliché. Ça me permettra peut-être en tout cas de lancer la prochaine séquence qui s'appelle tout simplement les clichés. Alors, quels sont les a priori, les clichés qu'on peut avoir sur votre école, sur votre formation d'ingénieur, sur la ville dans laquelle vous étudiez? Alors justement, tu m'avais dit, Héloïse, que tu allais choisir peut-être un cliché sur Évry et tu as commencé un petit peu à en parler. Est-ce que tu peux m'en dire plus et peut-être démonter ce cliché pour ceux qui nous regardent? Alors, à titre personnel, quand on me disait Évry, je voyais pas trop une ville étudiante. Et c'est pas en fait, très sexy c'est sur le avéré papier. Non, clairement. Et en fait, déjà, d'une part, c'est une ville quand même qui se dynamise, qui prend de l'ampleur. C'est une ville plutôt étudiante finalement. Et puis au-delà de ça, Télécom Sud Paris, c'est sur un campus. Donc finalement, on n'est pas vraiment dans le cœur de la ville. On est beaucoup entre nous. On est aussi sur le même campus que l'école de commerce IMT Business School, enfin Institut Télécom Business School. Ce qui permet d'avoir, en fait, il y a une richesse sur le campus que je pensais pas retrouver et qui finalement était très présente. Donc, et puis Évry, c'est juste à côté de Paris finalement, donc c'est pas très loin. Donc il y a aussi cette ouverture sur Paris qui était intéressante, que j'ai beaucoup appréciée. Ok, très bien. Est-ce que vous avez un deuxième cliché? Donc moi, j'ai vu dans ce que vous avez fait passer là, le numérique, et il y avait les geeks. Donc, voilà, les fameux geeks. Voilà. Donc pour dire que le numérique, c'est pas que pour les geeks. Certes, il y a beaucoup de logiciels dans le numérique, mais il y a beaucoup de logiciels dans beaucoup d'installations maintenant. Nous, en ce moment, on est en train de faire du numérique. Hein. Oui, voilà, exactement. Et donc de ce point de vue-là, c'est tout à fait. Et donc il faut pas s'arrêter à cet aspect-là. Il y a plein d'autres aspects qui sont extrêmement importants aussi. Et donc on parle des usages dans l'audiovisuel et dans tout un tas d'autres secteurs. Ok, Héloïse, t'es pas une geekette? Si, quand même, j'ai mes petits côtés geek, mais... Il manque juste les lunettes. Ouais, j'en ai, mais je les ai pas mis. Je me suis dit que ça allait faire trop cliché pour le coup. Justement, trop cliché. Très bien. Est-ce que vous avez un troisième cliché? Alors oui. C'est le numérique ou l'ingénierie, c'est pas pour les filles. C'est pas pour les filles. Ça, c'est pas vrai. C'est vraiment un très mauvais cliché. D'accord. Oui. Et donc, c'est pour tout le monde? Oui, c'est complètement pour tout le monde. Heureusement d'ailleurs. Mais est-ce que ça, dans les faits, c'est la vérité? Est-ce qu'il y a aussi autant de filles que de garçons? Parce que c'est vrai que les écoles d'ingénieurs, c'est pas réputé pour avoir beaucoup de filles dans les promos. Il y a moins, factuellement, il y a moins de filles en moyenne. Ouais, potentiellement, je connais pas les chiffres personnellement, mais... Il se trouve qu'on en a un petit peu plus, mais c'est vrai que ce cliché-là doit gêner un certain nombre de jeunes filles qui ne s'engagent pas, y compris dans les classes préparatoires. Alors c'est vrai qu'une fois qu'elles y sont pas, on a du mal à les recruter. Alors après, le fait que nous ayons un campus partagé avec IMTBS, etc., ça donne une réalité d'ouverture également qui est perçue par les candidates et qui fait qu'on est légèrement quand même au-dessus des références en matière de féminisation des élèves. Mais c'est vraiment un cliché qui, pour l'instant, a la vie dure et c'est vrai qu'il faudrait arrêter. Héloïse, tu te sens à l'aise au milieu de promos majoritairement masculines quand même? Non, je suis particulièrement effrayée, comme vous pouvez le voir. Voilà, t'es pas dans ta promo, t'es dans ta chambre, j'imagine. Mais bon. Oui, c'est vrai que je suis dans la chambre, donc c'est vrai que c'est plus à l'aise, c'est vrai, naturellement.
Non, non, on se sent pas. Non, je suis à l'aise dans ma promo. Puis d'ailleurs, oui, on n'est pas beaucoup de filles, mais ça ne saurait tarder. Je pense que c'est quelque C'est chose pour qui va ça venir. que chaque année, on a une fille pour représenter les étudiants de Télécom Sud Paris d'ailleurs, pour essayer de un peu démonter ce cliché justement. Et L'année inciter dernière, les... c'était Pas, Victor, donc il va être très oui, pas content. toutes les années, mais Ah oui, c'est vrai, l'année dernière, non. Mais cette année, oui, en tout cas. Bon, ben, merci beaucoup pour ces clichés. On va passer à la suite des questions, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'apporte le fait que vous fassiez partie de l'Institut Polytechnique? Alors, c'est un peu dans votre descriptif. Qu'est-ce que c'est ça exactement? En quoi ça consiste? Est-ce que c'est un rapport avec l'école polytechnique? oui, tout à fait. Puisque, alors, d'une manière générale, il y a l'idée que les grandes écoles, c'est un très bon modèle, mais à l'international, ce sont des entités un peu petites par rapport entre guillemets, aux grandes universités de technologie notamment. Et donc, il y a des regroupements qui s'opèrent et nous sommes regroupés avec l'école polytechnique, avec l'ENSTA, avec l'ENSAE et Télécom Paris pour former l'Institut Polytechnique de Paris. Et effectivement, c'est un projet dans lequel, y compris l'école polytechnique, nous a autorisé à réutiliser sa marque, ce qui est un symbole fort de notre engagement commun et notamment de cette école. Est-ce que vous avez Et pour nous, du coup... donc pour Allez-y, nous, pardon. c'est vraiment la capacité de notre modèle de grande école de se projeter à l'international et d'être attractif vis-à-vis des étudiants et des enseignants-chercheurs étrangers. Donc c'est plus un aspect qui va concerner la vision que peut avoir l'extérieur sur les étudiants. Mais est-ce que pour les étudiants au quotidien, ça a un impact? Alors bien sûr, c'est pas juste une image, c'est-à-dire que il faut reconnaître aussi que quand vous êtes dans un grand institut, eh bien ça vous offre aussi plus de possibilités de parcours différents, une plus grande richesse également d'infrastructures, de la possibilité de connaître d'autres personnes. Donc ça n'est pas disons que nous apprécions particulièrement à la fois la formation d'ingénieurs et le modèle de grande école où il y a une réelle proximité avec les élèves. Mais il faut reconnaître qu'il y a aussi des avantages à croître en taille, y compris pour les élèves, bien évidemment, pour la vie de campus et pour les opportunités offertes en termes de formation et de carrière derrière. Ok, prochaine question. J'aimerais travailler plus tard sur les systèmes embarqués. Est-ce que je pourrais avoir un retour sur les débouchés proposés dans ce domaine? Merci. Déjà, c'est une très bonne idée. C'est ton idée aussi? On t'a piqué ton idée? Et complètement. Oui, donc ouais, il y a beaucoup de débouchés. Et puis surtout, c'est intéressant en ce moment. J'ai pas mal d'amis donc en troisième année qui, eux, sont donc en stage de dernière année. Et en particulier qui vont bosser dans les drones et les systèmes embarqués, voilà, qu'on voit évoluer plus récemment et qui sont super intéressants, même d'un point de vue industriel. Donc ouais, je pense que les débouchés qu'il y a dans les systèmes embarqués, ils sont d'autant plus intéressants que c'est comme le numérique en général, c'est en développement, ça explose, donc il y a des débouchés dans tous les sens, donc c'est assez intéressant. Ouais. Est-ce qu'il faut choisir une option en particulier pour travailler dans les systèmes embarqués? Alors on a une Comment option ça, une option? système embarqué. Vous avez une option Ouais, c'est système ça, embarqué? ouais, on a une majeure système embarqué. Donc en fait, comment ça se passe pour choisir système embarqué? Bah, tout simplement, en fait, vous faites des vœux. Donc on a plusieurs VAP. Donc ce qu'on appelle des VAP, en fait, c'est des majeurs, donc c'est des options de troisième année. Et donc si vous voulez faire le système embarqué, tout simplement, vous choisissez l'option système embarqué. Et avant ça, généralement, vous pouvez choisir d'autres options dans votre scolarité qui peuvent être en lien avec la physique ou directement, en fait, vous montrer que, enfin, essayer d'affirmer votre appétence pour les systèmes embarqués. Donc ça peut être intéressant comme manière de se C'est ce que diriger tu vers vas les faire systèmes du coup, embarqués. j'imagine? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai déjà choisi donc ma majeure de troisième année, donc qui est système embarqué. Et avant ça, en fait, j'avais choisi déjà des options qui m'amenaient plutôt vers cette filière. Par exemple, j'avais fait en début de deuxième année, on avait fait en assembleur tout le code pour asservir et puis faire fonctionner une petite voiture. Ça, c'était c'était très sympa. Enfin, en fait, on a plein
on a des options avant de choisir notre option finale de troisième année qui en fait nous guide quand même vers les systèmes embarqués. Et si déjà la personne qui pose la question est intéressée par les systèmes embarqués, nous ce qu'on fait ici c'est quand même très très sympa. On fait plein de petits projets comme ça qui permettent vraiment de se familiariser avec le domaine, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez un petit peu faire un état des lieux des débouchés auxquels on peut accéder après diplôme? Alors, système embarqué, on a compris. Informatique, enfin numérique. Quels sont les types de débouchés, types de postes qu'on peut avoir? Alors, en ce moment, dans le domaine du numérique, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, des sciences des données, hein, pour être data analyst. On parle également de la cybersécurité, comment protéger des installations qui sont critiques de malveillance à distance. On a parlé des systèmes embarqués, on a tous les systèmes d'information et la manière dont l'intelligence ou les processus se déploient dans les entreprises. Donc on a voilà, tout un tas de domaines techniques du numérique qui sont accessibles. Et puis après, comme je le disais, on a aussi un certain nombre de fonctions dans lesquelles il va y avoir le numérique appliqué à différents domaines, voire des options comme l'ingénierie d'affaires internationale, etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous déroulez votre cursus, vous faites des tests et vous regardez ce qui vous intéresse. Et l'idée que nous avons, c'est vraiment de trouver que chaque élève puisse trouver sa voie au bout des 3 années. Donc il y a du coup des débouchés extrêmement larges, y compris un petit peu loin. J'ai oublié de citer les jeux vidéo qui sont assez proches, mais on a aussi des choses qui sont un peu plus lointaines, comme je l'ai indiqué, l'actuariat. Même on a des doubles diplômes sur l'actuariat, par exemple. Ok. Est-ce qu'ils sont accompagnés, les étudiants, pour justement choisir le métier de leur rêve, le métier idéal, celui qui leur correspond le mieux? Comment ça fonctionne en première année, par exemple? C'est très généraliste. Après, tu disais peut-être en deuxième année, on a des systèmes d'électifs ou d'options. Et ensuite, comment ça se passe? En fait, en première année, on a ce qu'on appelle le tronc commun. Donc là, on va tous avoir les mêmes bases de connaissances. On va avoir les mêmes interrogations, enfin voilà. En deuxième année, on va commencer à avoir les premiers choix au premier semestre. Donc là, par exemple, je parlais des petites voitures, ça c'est un choix que j'ai fait au premier semestre. Ensuite, on va avoir d'autres choix qu'on va faire par la suite, donc des UV d'ouverture. Donc vous allez pouvoir choisir des domaines en fait dans lesquels vous souhaitez avoir plus de connaissances. Donc à titre personnel, j'avais choisi images et physique. Et en fin de deuxième année, enfin même en février de deuxième année, vous allez choisir en fait la majeure que vous allez faire en troisième année. Et du coup, ce choix, en fait, il a vraiment eu le temps de se construire entre la première année où vous découvrez le panel complet de ce qui se passe à Télécom Sud Paris, en deuxième année où vous allez fouiller, enfin, vous allez chercher plus spécifiquement ce qui a pu vous interpeller en première année. Et enfin, en troisième année, là, vous allez concrétiser finalement les choix que vous aviez déjà fait enfin, des choix que vous avez pu faire auparavant. Est-ce que c'est ce système qui t'a aidé à choisir et à trouver ta voie sur ce chemin des systèmes embarqués, ou est-ce que tu l'avais déjà en tête avant? Alors j'avais un goût pour la physique qui était déjà certain en prépa, mais c'est vrai que j'étais venue à Télécom Sud Paris aussi pour la filière médias, et j'hésitais beaucoup entre médias donc qui concernent plutôt l'audiovisuel et les systèmes embarqués. Et ouais, c'est ce système de choix qui m'a permis de me dire non, le système embarqué, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me vois bien travailler plus tard, quoi. Ok. Je voulais souligner qu'il y avait aussi les projets de première année, parce que la première année, c'est effectivement un cadre très commun, mais avec des projets à l'intérieur dans lesquels les élèves, du coup, même s'ils n'en sont pas forcément très conscients, ils font aussi des choix, et c'est aussi des moments où ils apprennent comment je fonctionne en équipe, est-ce que ça m'intéresse, comment j'atteins un objectif, etc. Et donc, ça commence dès la première année quand même, cette réflexion, cette mise en situation. Justement, il y a une question sur la première année en particulier. À quel cours et à quelle pédagogie doit-on s'attendre en première année? Donc, vous avez commencé un petit peu à répondre au niveau des cours, au niveau de la pédagogie. Donc, pédagogie par projet essentiellement, c'est ça? Alors, il y a de la pédagogie par projet. Il y a aussi des enseignements avec ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire qu'on met les élèves dans des situations où ils essayent de comprendre et de résoudre un problème
Et puis ensuite, le prof vérifie que, voilà, est-ce qu'ils ont compris ce qu'il fallait ou est-ce qu'il faut leur donner d'autres éléments, etc. Donc, on a différentes approches pour combiner ça. Et notamment, donc, un grand projet qui dure toute la première année, dans lequel l'élève va travailler au sein d'une équipe donc une équipe de 8-9. Donc là, ça commence à être quand même important et vraiment être en rupture de ce qui a été fait précédemment en classe prépa. Et durant ce projet-là, petit à petit, ils vont réussir à réaliser un travail collectif qui peut être important et dans différents domaines qui correspondent à leurs appétences. Héloïse, tu as trouvé, tu juges comment les cours en première année par rapport à la prépa, par rapport au lycée? Est-ce que tu t'y es plu dans la pédagogie qui était pratiquée? Oui, plutôt. On va avoir des cours en fait qui vont quand même être dans la continuité de ce qu'on va faire en prépa. Je pense en particulier aux cours de maths qui vont plus loin. Donc c'est intéressant parce qu'on a aussi fait la prépa, on l'a pas fait juste pour souffrir, on l'a fait pour apprendre des choses. Et c'est intéressant d'aller plus loin, d'aller au bout des choses. En plus, on se rend compte qu'on va s'en resservir après dans tout ce qui va être réseau, théorie du signal. Donc c'est assez intéressant. Donc on a toute une partie cours magistral qui va quand même rester. Et à côté de ça, en fait, on a une partie TD, une partie TP aussi, où là, on est directement avec un professeur qui est également un chercheur, et c'est quelqu'un qui va guider vers la réponse. Enfin, c'est vraiment le moment où on met en pratique le cours magistral qu'on a vu avant, enfin TD quoi. Et ouais, non, à titre personnel, et mes amis aussi sont assez d'accord là-dessus, c'est une pédagogie qui fonctionne pour nous en tout cas. Très bien. Eh bien écoutez, on est à peu près dans les temps. On va passer tout de suite à la séquence d'après. C'est une séquence un peu particulière. On va vous demander de choisir parmi 3 personnalités la personnalité qui correspond le mieux, selon vous, à l'image de Télécom Sud Paris. Allez, c'est parti pour le Qui suis-je. Alors, sont apparues derrière moi dans l'écran 3 personnalités issues du monde, du monde culturel, on va dire. On a un chanteur, on a quelqu'un qui est très connu dans le monde du numérique justement, et on a une actrice. Alors, ces 3 personnalités très différentes qui s'illustrent pour diverses raisons dans divers domaines. Est-ce que vous avez déjà une idée, Héloïse et Christophe, de la personnalité qui pourrait ressortir pour représenter Télécom Sud Paris, ou est-ce que je vous aide? Vous aider. Les 3 sont intéressants déjà. Alors Kanye West, il est dans l'actu en ce moment parce qu'il s'est présenté, il a décidé qu'il se présentait à l'élection présidentielle américaine. C'est aussi un chanteur qui est très prolifique. Adèle Haenel, c'est une actrice qui s'est illustrée il y a peu au César. Elle s'est levée pour dire non et pour protester contre la nomination, même plus le sacre du réalisateur qui fait polémique, Roman Polanski. On a également Mark Zuckerberg, inutile de le présenter, Facebook, c'est lui. Même si Facebook, c'est pas forcément le meilleur du numérique tout le temps, je pense que c'est quand même... on voit qu'il y a quelque chose qui a impacté le monde là. Donc je pense que Mark Zuckerberg, malheureusement, est le plus proche de notre école. Malheureusement, on sent la pointe d'amertume, vous n'allez pas devenir... Moi, je trouve qu'Adèle Haenel n'était pas très loin non plus. Eh bien oui, vous aviez parlé de... Il y a ce côté où on porte des valeurs... Alors, je dis pas qu'on porte toutes les valeurs qu'Adèle Haenel porte, je voudrais pas parler en son nom ou quoi que ce soit, mais au-delà de ça, Adèle Haenel, on s'en rappelle pas seulement parce qu'elle s'est levée au César, c'est aussi une excellente actrice. Et je pense que ce qu'on fait aussi à Télécom Sud Paris, c'est essayer d'être les meilleurs dans ce qu'on fait, d'apprendre le maximum de ce qu'on peut apprendre, et après ça, pouvoir embrasser les valeurs qui nous correspondent. En particulier à Télécom Sud Paris, on a quand même des valeurs de solidarité qui sont très présentes. Il y a beaucoup d'associations qui... Par exemple, je pense qu'il y a une association qui vient en aide à des étudiants sur Évry qui ont besoin d'aide aux devoirs, par exemple. On est une école qui non seulement apprend et va loin dans la technique, mais on le fait pas pour rien. On le fait parce qu'on a des valeurs et des projets qu'on soutient. Et Monsieur Digne a parlé par exemple des projets GATE. Donc ça, c'est les projets de première année. Il y a en particulier des projets humanitaires qui permettent non seulement le travail en équipe, mais qui permettent aussi d'incarner le changement qu'on veut voir aussi dans le monde. Et je pense que c'est ça aussi Télécom Sud Paris. Donc pourquoi pas aussi
quelqu'un d'engagé, pas, enfin, Adèle Haenel parce qu'elle est présentée là, mais voilà, je pense qu'on peut aussi prendre une figure engagée pour représenter Télécom Sud Et Paris. une femme aussi, et féministe. Une C'est femme important aussi, aussi oui. pour vos promos, si vous voulez les féminiser un petit Comme peu. C'est très bien, tout à fait. très bon choix. Est-ce que l'ingénieur qui sort de Télécom Sud Paris est aussi un ingénieur engagé, justement, Christophe Digne? Est-ce qu'il a aussi réussi à apprendre des notions d'éthique, par exemple? Tout à fait. Alors, bien évidemment, après, chacun est responsable de ses choix, hein. On respecte bien évidemment la personnalité des élèves, mais comme ça a été indiqué, nous soutenons particulièrement leurs engagements associatifs, humanitaires, et également on prône un usage du numérique justement qui soit pour le bien commun, et c'est pour ça que des fois Facebook, on a l'impression que c'est malheureusement très important et pas toujours dans le bon sens, mais voilà, donc le numérique, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'il y ait des personnes qui sachent comment accompagner ce mouvement pour qu'il produise ses meilleurs effets. Et je pense qu'à Télécom Sud Paris, les élèves sont très réceptifs au sens donné à l'action et entre guillemets au progrès. Alors le progrès est une notion un peu française parfois, mais qui nous tient à cœur. Très bien, transition toute trouvée pour la prochaine question. On demandait l'engagement associatif est-il valorisé à Télécom Sud Paris? Alors on a un petit peu commencé à en parler, que vous aviez des associations, donc un peu comme dans toutes les écoles d'ingénieurs. Mais encore, est-ce que vous pouvez m'en parler? Est-ce que par exemple Héloïse fait partie d'une asso? Ah, complètement. Je fais partie de l'asso de robotique. Donc c'est mon côté geek encore qui prend le dessus. Et on a énormément de clubs et d'associations à Télécom Sud Paris. On en a 60, donc c'est pas rien. Et on peut apprendre de tout, et c'est vrai que l'école nous soutient tout particulièrement, c'est-à-dire qu'en deuxième année, on a même, c'est même valorisé dans notre cursus, notre engagement associatif. De la même manière. Comment c'est valorisé, par exemple, vous avez une note, vous avez une mention sur le diplôme, comment c'est valorisé? Non, je vous ai parlé tout à l'heure du fait que, à titre personnel, j'avais choisi certaines options en deuxième année. Et il y a la possibilité en fait de choisir comme option l'engagement associatif. Donc c'est pas juste je fais partie d'une asso, mais c'est je fais avancer les choses dans mon association. C'est j'organise des projets, c'est j'essaye de trouver des partenariats pour mettre en valeur mon association et ce que j'y fais. Donc, et ça, l'école le reconnaît et le met en valeur. De la même manière, l'école va faire appel à nous, par exemple, l'association de robotique dans laquelle... alors attendez, j'arrive pas à finir cette phrase. Dans laquelle tu à laquelle je participe. Complètement. On tient le Fab Lab, et l'école n'hésite pas en fait à faire appel, par exemple, pour créer des goodies ou elle vous exploite, quoi, des règles, quoi. Non, en fait, on participe collaborativement à l'épanouissement de l'école. Non, c'est agréable de se dire que ce qu'on fait est reconnu par l'école, qu'ils viennent voir ce qu'on y fait, les machines qu'on utilise. Parfois, Monsieur Digne et voit les imprimantes 3D qu'on est en train d'utiliser, et ça fait plaisir en fait de voir que même l'administratif de l'école est quand même très très impliqué dans notre vie étudiante également, et là pas pour qu'on ait juste notre diplôme, mais nous accueille en fait et nous guide dans le projet professionnel qu'on veut construire, qui va bien au-delà de simplement suivre des cours magistraux, mais qui s'inscrit aussi dans le fait de participer à la vie associative, quoi, de l'école. Est-ce que le fait de faire partie d'une association de robotique t'a permis et t'a aidé à être intégré dans cette majeure système embarqué, par exemple? Est-ce que ça peut être un plus? Je dirais pas que c'est parce que j'ai fait partie de l'association de robotique que j'ai été prise dans l'approfondissement système embarqué, mais en tout cas c'est parce que j'ai fait partie de cet asso que personnellement j'ai eu envie après de m'engager dans la voie système embarqué. Et c'est le cas pour pas mal de personnes de l'asso. On se retrouve pas mal dans la même majeure de troisième année. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres associations? Pardon, Christophe.
Non, je voulais dire juste qu'il y avait quand même des affinités. C'est vrai premièrement, on essaye de donner les moyens aux étudiants et de les responsabiliser pour qu'ils les développent. Et donc ça, c'est quand même une grande satisfaction pour l'école que ça se réalise effectivement. Ça a été dit pour ce qui est du Fab Lab, par exemple. Voilà, nous on arrive à avoir des fonds, mais le fait qu'ils vivent et qu'ils se développent, ce sont vraiment les étudiants qui sont à l'œuvre pour cela. Donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est comme on a une pédagogie par projet, eh bien sur certains projets, on peut dire, écoutez, voilà, nous vous offrons un certain nombre de projets avec nos partenaires, entreprises notamment, mais nous sommes également à l'écoute des projets que vous pourriez mener, y compris dans vos associations, et qui vous permettraient d'acquérir les compétences qu'on cherche. C'est pour ça qu'on arrive à faire des équivalences qui permettent effectivement de prendre en compte les projets associatifs. Ma question que je voulais poser, c'est simplement, est-ce qu'il y a d'autres associations un peu plus festives, on va dire, qui n'ont rien à voir avec le numérique? C'est très festif, hein, les robots. Vous faites la fête. Non, mais la plupart des associations sont quand même des associations soit festives, soit sportives, soit pour faire des jeux, etc. Hein, Oui. Il y a quelques associations bien connues, donc pour la partie robotique, pour la partie aussi réseau informatique, etc., et qui donnent des services à l'ensemble du campus, mais la plupart sont quand même orientées vers la culture, le loisir et la vie sur le campus. Donc il y a une bonne ambiance sur le campus en général? Ah oui. Déjà, on a un bar qui est tenu donc par une association, pardon. De la même manière, on a un BDE qui a un budget assez conséquent, qui organise des événements sur le campus qui sont très très sympas tout au long de l'année. Oui, c'est vivant, c'est sympa. Puis soit à 2 écoles aussi fait qu'on est quand même beaucoup d'étudiants. Et ça, pareil, ça participe au côté festif, qui n'est pas exclu du club de robotique quand même. Désolée, j'ai fait de la mauvaise pub pour ton club. Une autre question, alors je ne sais pas si ce sera la dernière, on va voir sur la mobilité internationale. On avait quelqu'un qui s'inquiétait de l'année prochaine. Comment ça va se passer pour les mobilités internationales? Est-ce que vous avez des vues dans la mesure des informations dont vous disposez concernant les mobilités internationales? C'est vrai que sur les mobilités internationales pour l'année prochaine, hein, donc là on ne parle pas de ceux qui vont rentrer, puisque c'est pas cette année là qu'ils vont faire une mobilité internationale, mais c'est vrai que avec la crise épidémique, il y a beaucoup de pays qui sont refermés, y compris la France hein, d'ailleurs, et donc c'est en train de se réouvrir, y compris là aussi la France, et on espère avoir un certain nombre de mobilités, surtout entrantes, l'année prochaine. Après, il y a un certain nombre Alors, en Europe, c'est ouvert. Les États-Unis, l'année prochaine, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais là, c'est valable pour toutes les écoles. Hein. Bien sûr. Comment ça se passe, on va dire, en temps normal, la mobilité internationale? C'est en deuxième année, donc? À partir de la deuxième année? Oui, c'est ça. À partir de la deuxième année, souvent la deuxième année d'ailleurs. Hein, c'est une année qui se prête bien à la mobilité académique, avant justement qu'on choisisse une spécialisation, ou au contraire, c'est la troisième année, donc là où on va aller sur le chemin qui nous paraît le plus intéressant du point de vue de l'étudiant, qui est voilà, qu'on va le faire à l'étranger. Ok. Et Héloïse, du coup, tu l'as peut-être pas fait cette année à cause de la crise sanitaire? Tu comptes la faire? Ouais, j'aimerais bien. Oui. Je vais pas faire une mobilité académique personnellement, je vais faire un stage plutôt à l'étranger. Je vais essayer, ces projets. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, l'obligation, c'est l'expérience. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ça dépend des parcours. J'imagine que quelqu'un qui veut absolument faire, je sais pas, mais à titre personnel, en tout cas, j'ai pas opté pour la mobilité académique parce que la majeure qui était proposée par Télécom Sud Paris me plaisait vachement et je voulais rester sur Évry. Et tu comptes partir faire ton stage où alors? J'aimerais bien en Angleterre. Ça va, j'allais dire c'est l'Union européenne, mais non. En tout cas, c'est le continent européen, donc peut-être que ça sera possible. Hein. J'espère. On verra bien. Après, je suis pas fermée. Il n'y a plus la quarantaine.
Ouais, on croise les Ouais. doigts pour la rentrée. En tout cas, vous êtes bien armés au niveau dispositif numérique. Vous êtes quand même une école colorée numérique pour si jamais, je touche du bois, les étudiants sont de nouveau confinés. Est-ce qu'on pourra quand même continuer à suivre les cours? C'était le cas pendant le Bien sûr. confinement. Ouais. Donc c'est important quand même de les rassurer aussi par rapport à ça. Effectivement, il y aura des cours qui seront assurés quoi qu'il arrive. Bien sûr, Oui, mais on puis le travaille dialogue vraiment. avec la direction. Ouais. Pardon. Et on travaille quand même pour que ce soit pas que du numérique. C'est-à-dire que de déconfiner au maximum pour que les étudiants aient vraiment des conditions de vie sur le campus qui soient pas que virtuelles. Vous accueillerez à Évry. En tout cas, je vais terminer ce live, mais je veux quand même vous laisser quelques minutes pour conclure. On n'est pas des sauvages. Vous avez le droit d'avoir un dernier mot. À tout de suite pour le temps additionnel. Alors, qui souhaite commencer pour la conclusion? Donc je sais pas trop comment conclure. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses pendant cette heure d'entretien. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que si vous venez à Télécom Sud Paris, c'est pour toucher de plus près le domaine du numérique, mais c'est aussi pour se laisser surprendre peut-être par d'autres colorations du numérique auxquelles vous auriez pas pensé en choisissant cette école. C'est une école qui a une vie sur son campus qui est assez riche. Et à titre personnel, c'est, je pense, un de mes meilleurs choix. Donc Dans ta vie? je vous encourage. Ouais, après ma vie est pas ultra longue pour l'instant, mais On va dire que c'est... mais oui, pour l'instant, ouais. C'est très bien. Un très bon choix. Christophe, un dernier mot? Oui, donc un bon choix qui peut vous apporter beaucoup d'opportunités et surtout qui vous permettra de mieux vous connaître et au fur et à mesure du coup de choisir comment vous voulez démarrer votre vie professionnelle et ça c'est très important pour nous de vous accompagner et que vous soyez ensuite très satisfait de votre carrière. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous et surtout avec les internautes qu'il fallait peut-être rassurer, qu'il fallait aussi informer sur votre école et vos programmes. Je vous dis à bientôt peut-être. Et quant à vous, derrière votre écran, je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, une nouvelle école, une nouvelle formation. Bon courage à ceux qui passent les concours. À bientôt sur Campus Chanel.